Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. La reconstruction et la mise à niveau générale des régions sinistrées par le séisme d'Al Haouz, c'est maintenant sur haute directive de Sa Majesté le Roi. Tout un programme réfléchi, intégré, volontariste et ambitieux est mis sur les rails. Il devra se concrétiser avec célérité et efficacité au profit de 4,2 millions d'habitants des régions touchées. L'immense chantier du désenclavement des zones sinistrées creuse également son sillon. Les routes rurales et montagneuses endommagées par le séisme se libèrent pour faciliter les opérations d'intervention et d'assistance. Les efforts s'intensifient et la cadence s'accélère. Et puis nous allons braquer les projecteurs sur les enfants affectés par le puissant séisme d'Al Haouz pour alléger le traumatisme lié à cette sombre nuit. Des initiatives citoyennes fleurissent partout dans les zones sinistrées. Des spécialistes bénévoles sont à leur écoute au programme des ateliers ludiques et éducatifs. Bonsoir, mercredi 20 septembre, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a présidé au Palais Royal à Rabat une séance de travail consacrée au programme de reconstruction et de mise à niveau général des régions sinistrées par le séisme d'Al Haouz. Cette nouvelle séance de travail s'inscrit dans le prolongement des hautes directives données par le souverain lors des réunions du 9 et du 14 septembre dernier, posant les jalons d'un programme réfléchi, intégré et ambitieux, destiné à apporter une réponse forte, cohérente, rapide et volontariste. Le rappel de l'activité royale, tout de suite en compagnie de Souad Neched. D'un budget prévisionnel global estimé à 120 milliards de dirhams sur une période de 5 ans. La première version du programme intégré et multisectoriel présenté devant Sa Majesté le Roi couvre les 6 provinces et préfectures affectées par le tremblement de terre, soit une population de 4,2 millions d'habitants. Le programme comprend des projets visant la reconstruction des logements et la mise à niveau des infrastructures touchées, en plus du renforcement du développement socio-économique dans les zones ciblées. Il est structuré autour de 4 composantes principales. 1. Le relogement des personnes sinistrées, la reconstruction des logements et la réhabilitation des infrastructures. 2. Le désenclavement et la mise à niveau des territoires. 3. L'accélération de la résorption des déficits sociaux, notamment dans les zones montagneuses affectées par le séisme. 4. L'encouragement de l'activité économique et de l'emploi, ainsi que la valorisation des initiatives locales. Le programme comprend également la mise en place dans chaque région d'une grande plateforme de réserve de première nécessité afin de faire face et de façon immédiate aux catastrophes naturelles. Sa Majesté le Roi a invité le gouvernement à décliner la vision présentée au niveau de chacune des provinces et préfectures concernées. Le souverain a ainsi de nouveau insisté sur l'importance d'être à l'écoute permanente de la population locale afin de lui apporter des solutions adaptées, tout en accordant l'importance nécessaire à la dimension environnementale et en veillant à respecter le patrimoine unique et les traditions et modes de vie de chaque région. Sa Majesté le Roi a également insisté sur l'impératif de faire preuve d'une gouvernance exemplaire. Les mots d'ordre sont rapidité, efficacité, rigueur et résultats probants, afin que ce programme de reconstruction et de mise à niveau général des régions sinistrées devienne un modèle de développement territorial intégré et équilibré. Le financement de ce grand programme sera assuré à partir de crédits alloués du budget général de l'État, de contributions des collectivités territoriales et du compte spécial de solidarité dédié à la gestion des effets du tremblement de terre, en plus de dons et la coopération internationale. Sa Majesté le Roi a donné ses hautes instructions pour que le fonds Hassan II apporte une contribution de 2 milliards de dirhams au financement de ce programme. Et pour en parler plus longuement, avec nous sur le plateau, Moustapha Shimi, professeur de droit et politologue. Professeur Shimi, bonsoir. Bonsoir. Professeur Shimi, la reconstruction, c'est maintenant. Tout un programme intégré, réfléchi, ambitieux a été mis en place. Une feuille de route qui devra s'accélérer avec célérité, efficacité, selon les hautes directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le souverain qui a présidé une 3e réunion dans ce sens, qui a tracé en fait de manière encore plus précise les contours de cette feuille de route. Quels commentaires cela vous inspire? C'était il y a une quinzaine de jours.
après donc ce tragique vendredi 8 septembre, eh bien 15 jours après, il y a des choses qui se font sur le terrain. Il y a des étapes. La première étape a été celle des secours d'urgence. Immédiatement, donc, il y a eu la réaction, la visite royale, vous le savez, le lundi à l'hôpital Ibn Sina Marrakech pour s'enquérir sur place des conditions dans lesquelles l'aide médicale était apportée. Il y a eu ensuite d'autres réunions, le 14 et puis celle du 20, des réunions au cabinet royal présidées par le souverain. Il y a là une gradation intéressante avec des ordres du jour différents mais complémentaires. Nous en sommes là aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des orientations qui ont été définies notamment lors de la réunion au cabinet royal du 14 septembre. Maintenant, il faut implémenter tout ça avec des mesures concrètes. Les mesures concrètes ont été prises d'ailleurs à cette occasion, lors de la réunion du 14. Une aide de 30 000 dirhams aux sinistrés. C'est 200 000 sinistrés, hein, c'est pas négligeable. Une aide annuelle de 30 000 dirhams versée mensuellement sur justification évidemment et authentification de la résidence, de la qualité de sinistré. Il y a également une aide à la reconstruction, soit 80 000 dirhams pour ceux dont les maisons ont été endommagées, soit 140 000 dirhams pour ceux qui ne peuvent pas récupérer leur maison. Donc il y a là une gradation. Il y a aussi une mobilisation de l'appareil d'État et de tous les secteurs. Génie militaire, génie civil, tous les départements ministériels concernés, sans parler évidemment de l'encadrement, du soutien de premier plan de l'appareil sécuritaire, de la DGSN pour identifier les gens, les identités, les forces armées royales qui se distinguent par un concours exceptionnel. Vous avez vu l'hélico, mais aussi le transport de soins à dos de mulet. Et quand le mulet n'arrive pas, c'est sur leur propre dos que les militaires arrivent aux populations. Donc il y a là quelque chose de fondamental. Ça traduit quoi? Ça traduit la capacité à faire face, ce qu'on appelle dans le vocabulaire courant la résilience. Preuve que quand le Maroc et que les Marocains sont confrontés à une grande épreuve, ils sont capables du meilleur et je crois que c'est une leçon à tirer. Justement, puisque vous parlez de leçons, est-ce qu'on peut dire qu'après ce séisme et cette forte mobilisation de toutes les forces vives de la nation aux directives de Sa Majesté le roi Mohammed VI, Sa Majesté, roi et peuple, est-ce que cela pourrait faire émerger une nouvelle politique de développement territorial? Est-ce qu'elle est à l'ordre du jour? Ça a été dit, d'ailleurs, dans le communiqué du cabinet royal lors de la réunion du mercredi 20. Il y a là une réponse qui a été portée à 6 collectivités territoriales, 5 provinces et une préfecture. Et le communiqué insiste sur le fait qu'à partir de cela, il y a mobilisation, optimisation des moyens avec des programmes qui ont été définis pour le relogement, le désenclavement, la résorption des déficits sociaux et la création d'emplois. Il y a là une opportunité majeure pour réfléchir à un nouveau modèle de développement territorial. Ça ne veut pas dire qu'on n'a rien fait jusqu'à présent. Ça veut dire que simplement ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui doit être mis sur la table, revu et corrigé. Pourquoi ? Parce que c'est l'illustration avec ce séisme de la région d'El Haouz qu'il y a bien des insuffisances pour ce qui est du développement territorial, en particulier dans les zones montagneuses et les zones enclavées. Il n'y a pas que dans la région d'El Haouz qu'il y a cette problématique-là de développement. Ça se retrouve partout dans d'autres régions du Maroc où il y a un secteur moderne, donc avec une mise à niveau, mais à côté de ça, il y a des secteurs, des régions, des politiques à revoir et ajuster. Des territoires qui n'ont pas bénéficié de la même priorité. Et c'est une interpellation qui vise tout le monde. Ça vise l'État, évidemment, ça vise les politiques publiques, ça vise aussi les 12 régions. Ce sera intéressant que les 12 régions s'attellent à un diagnostic affiné, pointu, de l'état du développement ou du mal-développement dans un certain nombre de leurs territoires. Et c'est une occasion pour actualiser une réflexion stratégique de développement pour les années à venir. C'est un grand chantier et je crois que c'est important que tout le monde s'y attelle. La mobilisation est là. La volonté royale est forte, elle est là aussi. Il reste aux politiques publiques
aux institutions, je pense au gouvernement, je pense aux régions et collectivités locales, etc., de s'engager résolument dans ce grand chantier. Les défis sont effectivement immenses et c'est l'affaire de tout le monde. Professeur, on va revenir à ce programme intégré de reconstruction d'El Haouz. Il y a une feuille de route, un échéancier bien précis, un budget prévisionnel de 120 milliards de dirhams, mais aussi il y a, nous l'avons remarqué en tout cas, des idées qui fusent de partout, de la part des jeunes Marocains, jeunes architectes, urbanistes et ingénieurs qui prêtent main forte, on va dire, à leurs aînés dans le métier. Tout cela, on peut dire qu'il y a aussi un effort collectif, national de réflexion. Et ça aussi, ça compte, hein, l'effort de réflexion par rapport à la reconstruction des zones sinistrées. C'est un effort collectif et une mobilisation, vous avez raison de le relever. Ce qui m'a frappé, moi, c'est le fait que tous les corps de métier sont en première ligne. Qui s'occupait jusqu'à maintenant de ce que pensaient les sismologues? Il y a bien des laboratoires dans telle université, etc., mais on n'a jamais eu droit à une prise de parole publique des sismologues pour dire voilà où on en est, etc. Les aménageurs, les urbanistes, tous les spécialistes qui existent et qui sont intéressés à la nature de l'habitat rural. Il y a de savantes études qui ont été faites ici ou là, etc., qui sont souvent d'ailleurs dans les spécialistes de la construction traditionnelle. Oui, qui sont dans des études qui sont souvent dans les tiroirs des administrations, j'y reviens pas. Mais la preuve est faite qu'il y a quelque chose qui est en train de ressurgir au niveau d'une réflexion nationale particulière, scientifique, de terrain, par des architectes, par des urbanistes qui se sont intéressés depuis longtemps à cette problématique de l'habitat rural, quel type d'habitat, quels matériaux, comment, etc. Et c'est quelque chose qui vient, je dois le dire, des profondeurs de la société et qui ne trouvait pas dans le cadre administratif ou institutionnel existant des possibilités d'expression. Eh bien, tout ce monde-là est sorti, si vous voulez, d'une situation de veille, voire de marginalisation, et tout ce monde-là s'approprie, c'est important à le dire, s'approprie cette problématique de développement territorial et de la réponse la plus opportune à apporter à ce séisme et par ruissellement et élargissement à toutes les zones montagneuses qui pâtissent de cette situation. À souligner que cela se fait de manière volontaire, bénévole, de la part de plusieurs architectes. C'est ça l'élan. C'est ça l'élan. Dans la continuité de l'élan formidable de solidarité. Le potentiel, vous avez raison, le potentiel est là, il y a un élan, il y a des motivations désintéressées. Il n'y a pas de contrat, etc. Et que cela, ce potentiel est là, il doit être donc encadré, valorisé dans le cadre d'une réflexion nationale et décliné autour de réflexions régionales pour conforter et promouvoir le type de développement que nous voulons à terme. Au profit, bien sûr, des zones sinistrées et des habitants de ces régions montagneuses et rurales. Restez avec nos professeurs. Nous allons nous intéresser à présent au volet relatif au désenclavement de ces régions. Le tremblement de terre d'El Haouz, comme vous le savez, fut dévastateur également pour les routes rurales et montagneuses. Dès les premières heures suivant cette terrible catastrophe naturelle, plusieurs équipes d'intervention et d'importants moyens logistiques ont été déployés pour dégager les routes et pour faciliter également les secours et les aides. 2 semaines après, la cadence des interventions s'accélère pour un désenclavement rapide des zones sinistrées. Voyons cela dans ce reportage de Soumia Belayachi, Hassan Mskour et Zakaria Mouqimbillah. Des engins en action au cœur des montagnes d'El Haouz. À Tselatni Yacoub et dans d'autres communes sinistrées, la priorité est de mettre à niveau les axes routiers et d'éviter les éventuels éboulements de blocs de pierre. Ces travaux de réhabilitation générale prennent la relève des premières interventions de la tutelle, destinées à permettre l'arrivée des premiers secours. Nous avons adopté une approche proactive. À l'approche de l'hiver, notre objectif est de garder les routes ouvertes à la circulation et d'éviter les chutes de pierres. En plus, les équipes d'intervention resteront sur place et seront prêtes à intervenir en cas de besoin. Nous avons gagné le premier défi de rouvrir les routes glacées, qui sont vitales pour la circulation. Il fallait d'abord dégager ces routes pour pouvoir rallier les douars éloignés. Les travaux de désenclavement, d'élargissement et de mise à niveau intéressent également les itinéraires ruraux dans les zones montagneuses. Avec un taux d'avancement de 92% et un total de 153 km sur 6 communes et 36 douars, l'opération avance à un rythme soutenu.
Ici à Tsasaft, il y a 10 douars qui étaient enclavés après le séisme. Heureusement, l'intervention rapide des services ont permis de rétablir la circulation. Les premiers jours, c'était un peu difficile. La route était coupée. On n'arrivait pas à distribuer les aides facilement à tous les douars. L'intervention de volontaires de la région a été bénéfique. Dans la province d'El Haouz, des moyens logistiques importants sont mis à contribution par le ministère de tutelle pour réhabiliter des routes ayant subi de sérieux dégâts. Des efforts qui ont permis de rouvrir 460 km de routes classées et 470 km de routes rurales. Et 2 semaines après le puissant séisme d'El Haouz, l'opération de reconstruction et de réhabilitation des maisons complètement ou alors partiellement effondrées au pas de charge sur haute directive de Sa Majesté le roi Mohammed VI. L'opération devra se faire dans le strict respect des traditions architecturales de chacune des localités sinistrées. L'heure est à présent aux opérations de recensement des habitants. Les autorités concernées sont engagées dans une course contre la montre pour évaluer avec célérité et efficacité le degré du dommage causé par le tremblement de terre aux bâtisses concernées. Les comités de recensement des ménages concernés ont été déployés au niveau de toutes les communes frappées par ce séisme. Et je reviens à vous, professeur Shemi. Nous le disions 2 semaines après ce puissant séisme, 3 réunions de travail présidées par Sa Majesté le roi Mohammed VI pour accélérer ce programme de relogement et de reconstruction. Mais il y a aussi des actions qui sont déjà engagées sur le terrain, avec des résultats concrets cette fois-ci, comme nous venons de le voir sur ces images, illustrant les opérations de recensement qui vont bon train, mais aussi les opérations de désenclavement des routes qui sont entièrement libérées à présent. Ces opérations sur le terrain auxquelles vous faites référence sont la traduction de quoi? De décisions royales et d'une gouvernance royale. Ce n'est pas l'administration de Rabat et différents départements ministériels qui ont décidé de se lancer dans ces chantiers-là. Et donc, comme il y a cette forte impulsion, évidemment, ça se traduit sur le terrain parce qu'il y a un suivi, il y a un contrôle attentif, sourcilleux même du souverain pour ce qui est fait sur le terrain. Il y a aussi le fait qu'on connaît mieux maintenant le terrain. Il y a des administrations sur place qui connaissent mieux les conditions de vie de ces personnes, même les contrées les plus éloignées. Aujourd'hui sinistrées, mais qui vivaient dans des conditions où il y avait de grands déficits sociaux, infrastructurels et autres. Et je crois que c'est important, c'est une interpellation de tout le monde, de l'administration centrale. Ça veut dire qu'on ne doit plus décider de manière administrative, sinon bureaucratique, à Rabat, pour dire « Ah, voilà ce qu'il faut faire dans telle zone montagneuse, etc. » Il faut descendre, premier point. Deuxième point, il faut, sur place, écouter les habitants. Écouter les habitants, voir quels sont leurs besoins, leurs aspirations, et les accompagner. Ça ne veut pas dire qu'il faut les écouter à 100%, ça veut dire qu'il faut agréger leurs demandes, leurs aspirations pour les transformer en petites politiques de terrain. Il y a aussi le fait qu'il y a des questions maintenant qui doivent être réglées. La nature de l'habitat est extrêmement important, le problème de la protection parasismique. Il y a aussi le statut des terres juridiques. C'est très compliqué, le statut des terres juridiques dans les zones montagneuses, etc. Pourquoi? Parce que j'ai le phénomène du morcellement, et le morcellement du fait de l'héritage, etc., par génération, conduit donc à une baisse de la productivité, à une difficulté à monter des coopératives. Il y a peu de coopératives dans les zones montagneuses, c'est un fait qu'il faut relever. Enfin, dernier point, le cadre de vie. Il faudra bien offrir un cadre de vie donc à ces personnes sinistrées et au-delà, toutes les personnes qui sont dans les zones montagneuses, cadre de vie pour améliorer leurs revenus, ensuite assurer la scolarisation de leurs enfants, leur donner des soins donc à minima. Donc voilà, je crois, une grande bourrasque, hélas tragique parce qu'elle est liée au 8 septembre dernier, qui vient chambouler complètement les schémas de développement de nos administrations.
Et ça doit être l'occasion, me semble-t-il, d'assises prochaines, peut-être, nationales, quand on verra plus clair, pour réfléchir pour 2024 et au-delà à un nouveau modèle de développement territorial. Ce problème, ce qui a été soulevé par le souverain à différentes reprises lors des réunions au cabinet royal. Et à préciser, il faut aussi retenir, professeur Shemi, que ce programme, il prend justement en compte, vous en parliez d'ailleurs tout à l'heure, les besoins à court et à moyen terme, mais aussi à long terme, de plus de 4 millions d'habitants, 4 millions d'âmes. Vous savez, il y a 4 200 000 personnes qui sont concernées donc, par cette politique de mobilisation dans ces régions sinistrées. Il faut aller, nous sommes dans une phase d'assistance, d'accompagnement. Il faut évidemment aller au-delà de l'assistanat et veiller à ce que des conditions particulières soient réunies pour que ces populations dans ces zones montagneuses, sinistrées, deviennent des agents économiques. C'est-à-dire sortir de l'économie de subsistance, vivrière au quotidien, et s'installer dans des processus. Et oui, s'installer dans des processus économiques. C'est une grande. D'ailleurs, le communiqué du cabinet royal, il en parle, création d'emplois, lutter contre les déficits sociaux. D'ailleurs, il faut de l'emploi. Il faut créer de l'emploi, mais l'emploi ne se décrète pas. Il faut des conditions. Il faut également offrir des possibilités aux initiatives locales de s'exprimer, de se cadrer. Et puis, il y a le fait aussi que nous sommes interpellés les uns et les autres quant à ces politiques publiques, notamment les administrations, etc. Nous sommes capables, vous savez, du meilleur, et nous sommes bons quand nous sommes face à des épreuves. Je crois que c'est une leçon importante à tirer. Merci beaucoup, professeur Shemi, professeur de droit et politologue. Merci de cet éclairage. Merci à vous. Intéressons-nous à présent à l'accompagnement psychologique assuré au profit des enfants sinistrés, des initiatives visant à aider ces enfants traumatisés par le séisme le plus puissant de l'histoire moderne du pays, à traverser avec résilience, courage et sérénité cette épreuve douloureuse. Au programme des ateliers ludiques et pédagogiques, de la musique, de la danse et de très nombreux jeux. À Taroudan, le reportage de Mohamed Iken avec Dominique Orlando. Et la vie reprend pour tous les enfants de cette petite localité située tout près de Taroudante, une reprise enjouée sous le signe de la multiplication des activités possibles. Il y a celles qui se déroulent en plein air et qui offrent aux plus jeunes la possibilité de laisser libre cours à toutes leurs exclamations. Et puis, il y a celle en intérieur où l'attention leur est davantage requise. Cette initiative vise à apporter réconfort et soutien psychologique aux enfants, leur apporter un peu de joie, car ils ont vécu une vraie souffrance. Ils peuvent ici chanter, participer à des ateliers de peinture, on leur fait des maquillages sur le visage. Ce sont des jeux ludiques. Nous cherchons surtout à les divertir. Et ça fonctionne, les enfants ont l'air heureux. Pourtant, à bien observer, ce sont des activités qu'ils connaissaient bien avant que ne survienne ce terrible tremblement de terre. Aujourd'hui, elles ont pourtant comme une saveur toute particulière. Je m'appelle Souad, j'ai 8 ans. Je suis au primaire en 2e année. Avec mes amis, on s'amuse bien, on joue, on dessine. Dessiner pour ces enfants les contours d'un avenir meilleur où ils peuvent se projeter avec une confiance toute renouvelée. C'est à cela que veillent les équipes pédagogiques qui les encadrent avec tellement de dévouement. Ils sont aussi conscients qu'ils auront à poursuivre cet effort encore pendant longtemps. Parmi les dégâts du séisme d'El Haouz, des pertes importantes au niveau du bétail qui a été également gravement touché par le tremblement de terre. De lourds dégâts pour les habitants d'El Haouz qui vivent principalement de l'élevage et de quelques activités touristiques et commerciales exercées à dos de mulet. L'heure est à présent aux soins du bétail affecté, comme vous le voyez sur ces images tournées à Imlil, où plusieurs vétérinaires bénévoles se sont rendus sur place pour apporter l'aide nécessaire.
Et en écho au mouvement extraordinaire de solidarité nationale lancé après le séisme d'Al Haouz, l'ONMT, l'Office national marocain du tourisme, a lancé une grande campagne nationale de communication baptisée Ntlaqaw fi Marrakech. L'opération invite nos concitoyens à se retrouver à Marrakech à l'occasion de Eid al-Mawlid Nabawi Sharif et pour les prochaines vacances scolaires d'octobre. Cette campagne inédite de promotion du tourisme domestique vise en fait à perpétuer le mouvement de solidarité des Marocains et des Marocaines en les incitant à se déplacer à Marrakech et à partager un moment de convivialité et de partage avec les Marrakechis pendant cette période particulière. Et je vous rappelle que sur haute instruction royale et dans le cadre de l'effort national visant la mise en place de mesures d'urgence pour alléger l'impact du séisme, le fonds spécial numéro 126 pour la gestion des effets du tremblement de terre a été créé. Les dons peuvent se faire auprès des agences des banques commerciales par virement bancaire ordinaire ou instantané, par versement en espèces ou par chèque sur le RIB qui s'affiche à l'instant même sur vos écrans. Pour les virements à partir de l'étranger, eh bien, ils seront émis à l'IBAN du bénéficiaire qui s'affiche aussi sur vos écrans à l'instant même. Et cap sur la perle du Sud de Dakhla qui s'est imposée au fil des années comme le paradis des amateurs des sports nautiques et de glisse. Et cela grâce à ces spots qui ont acquis une renommée internationale. Dakhla qui accueille jusqu'au 2 octobre le 13e championnat Son Altesse Royale, le Prince héritier Moulay El Hassan Kitesurfing World Cup 2023 et la deuxième édition du Wingfoil World Cup avec la participation des plus grands champions du monde de ces deux disciplines, des compétitions qui sont adaptées à tous les niveaux, des débutants aux riders les plus expérimentés. Mohamed Iddas et Dominique Orlando. Le vent souffle sur la baie de Dakhla et comment ne le pourrait-il pas pour accueillir dans les conditions les plus optimales les nombreux surfeurs hommes et femmes venus y concourir. Synthèse entre le windsurf, le kite et le surf, voici une toute nouvelle épreuve intitulée Wingfoil qui consiste à glisser sur une planche équipée d'un foil, l'équivalent d'une feuille de métal, tout en étant propulsé par une aile gonflable, tenue directement entre les mains. C'est la 5e fois que je participe à cette compétition ici à Dakhla où les conditions sont absolument parfaites. Les meilleurs sont ici présents, donc il me faudra me dépasser. C'était la 2e fois cette compétition à Dakhla pour moi. Je suis contente, on va débuter. Je suis hollandaise. En parallèle et dans le cadre du championnat de kitesurfing, Son Altesse Royale le Prince héritier Moulay El Hassan, l'ensemble des 70 riders présents ce week-end ont réservé une part de leur temps aux tout jeunes enfants de la ville qui ont pu bénéficier de quelques conseils et explications quant au wingfoil et au kitesurfing, soit des instants précieux comme autant de balises destinées à les propulser vers un même désir d'excellence. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. À demain, toujours avec grand plaisir.